économiste, j'éprouve le besoin de repréciser un concept, le concept d'indépendance économique. En réalité, c'est un concept plus politique qu'économique, parce qu'il n'y a pas d'indépendance économique pour exploiter dans l'un ou l'autre pays, même les plus développés. Les indépendances et les dépendances sont des concepts surannés. Nous sommes à l'ère de l'interdépendance. La Russie, on en a parlé tout à l'heure, s'en sort, non pas parce qu'elle est indépendante, mais parce qu'elle a su maîtriser la péréquation stratégique entre ce qu'elle offre au monde et ce qu'elle reçoit, en diversifiant les partenariats. Ce qu'elle n'a plus, la Russie, la possibilité d'avoir dans l'espace occidental, elle est allée chercher cela dans des accords stratégiques et économiques avec l'Inde, avec la Chine, avec le Brésil, d'autres pays, avec la Corée du Nord. Et à partir de là, on comprend tout de suite que l'enjeu, ce n'est pas l'indépendance économique, mais la recherche de la puissance économique. La puissance économique ici, c'est la capacité pour un État d'avoir à opérer des choix autonomes au regard de ses propres intérêts. Dans ce rendez-vous du donner ou du recevoir, savoir comment jouer sur ce qu'on gagne et ce qu'on perd et trouver la juste péréquation qui permette au pays d'avancer en permanence. Quand on a dit cela, on rentre maintenant dans la problématique Congo. Alors, tout à l'heure, j'ai vu un début de controverse entre le ministre Paluku et Patrick Kanga sur la question de la superposition du système politique, du temps et de l'efficacité. Plutôt dans l'opposition, ah non, que dis-je, Patrick est plutôt dans la résistance, devrais-je dire. La révision constitutionnelle et l'idée de l'importance du système comme vecteur de changement lui pose problème. Avant d'être un panéliste, c'est un homme politique. De l'autre côté, Julien Paluku pense tout à fait autre chose. Mais en conclusion, moi je voudrais dire que les deux ont raison. Julien Paluku, lui, il est dans l'angle de la corrélation. On voit une corrélation effectivement entre le système politique qui peut avoir des aspects lacunaires du fait de sa non-adaptation en réalité locale et l'évolution, si vous voulez, négative de notre économie, de notre stabilité et de la constitution de notre État comme un État effectif. Philippe Hugo, tu as parlé de géopolitique, dit qu'un État, c'est un pouvoir institué ayant une capacité de commandement effective. Donc, le système a-t-il une importance pour la création et la définition de la puissance d'un État, ou est-ce que cela est indépendant? La vérité, c'est un peu entre les deux. Le système a son importance, mais les hommes qui accompagnent le système ont également une importance. Maintenant, moi j'inclinerais malheureusement pour mon vieil ami Patrick Kanga à penser qu'on a trop souvent considéré dans ce pays que les problèmes c'était les hommes. À un moment, vous savez, Einstein dit répéter les mêmes choses et espérer le même résultat, c'est un peu ce qu'on appelle la folie. Mais on a un président. C'est pas le système, c'est l'homme. On en a un deuxième, c'est pas le système, c'est l'homme. On en a un troisième, c'est pas le système, c'est l'homme. On en a un quatrième, c'est pas le système, c'est l'homme. On en a un cinquième, ce n'est toujours pas le système, c'est l'homme. Et si c'était plutôt le système plutôt que les hommes? On est à, c'est quoi? On a 35e gouvernement, je crois, 35 premiers ministres. C'est toujours l'homme et pas le système. Peut-être qu'alors, lorsque Patrick Kanga prendra également le pouvoir, il constatera qu'il y a un souci. Les hommes ont créé les systèmes. Pourquoi? Pourquoi les hommes ont créé les systèmes? Pourquoi les hommes changent les systèmes? Rapidement.
Et les hommes créent les systèmes pour transcender la nature humaine. C'est l'histoire de la constitution des sociétés. Si un système est facile à enjamber par l'homme, le système n'est plus efficace parce qu'il ne sert plus, mais on peut s'en servir. Et c'est pour ça qu'il faut revoir le système. Puisqu'on ne peut pas revoir les hommes, on ne peut pas les tuer. Donc, l'indépendance du Congo d'aujourd'hui deviendra une réalité géopolitique lorsqu'on aura trouvé les approches stratégiques pour rencontrer les vulnérabilités. Et je vais terminer par là. Il y en a, de mon point de vue, 3 essentiellement, partant de notre pays. Il y a la vulnérabilité budgétaire. On a un budget déséquilibré. Notre ami du ministère des Finances le sait. L'essentiel de notre budget est composé des revenus du secteur primaire, de nos importations. Mais en même temps, l'essentiel de ce budget est consommé pour nos besoins de fonctionnement. On a une deuxième vulnérabilité, c'est la faiblesse du système productif. On a une troisième vulnérabilité, c'est l'absence des mécanismes étatiques de financement du développement. Et c'est très important parce qu'on a d'un côté un marché financier structuré dans une logique d'endettement qui n'a que des capitaux courts à des taux quasi usuraires à mettre à la disposition du processus, et de l'autre côté des besoins de développement qui ont besoin d'un échelonnement dans le temps pour rencontrer leur niveau suffisant d'éclosion et pouvoir contribuer par la fiscalité, parce que ça aussi c'est un problème. La fiscalité au Congo c'est 8%, 9%. Comparativement à la France, c'est 45% l'année. Ça veut dire même l'État, à travers son système fiscal, n'a pas les moyens de capter les moyens dont il a besoin pour financer son développement à travers les externalités. Parce que, à part quelques exceptions près, le MITI au Japon, le rôle des États modernes n'est pas d'être dans le système productif. Il contribue au développement des externalités, les routes, l'énergie et tout ce qui permet au secteur agricole, au secteur industriel de se développer. Et si on arrive à créer l'approche stratégique pour mettre tout cela en musique, nous pourrions effectivement espérer être demain une nation indépendante, je dirais une puissance économique, une puissance politique. Voilà, merci. Merci.